Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information dont voici les titres. L'étudiant Bassirou Faye a été enterré cet après-midi à Diourbel. La levée du corps s'est déroulée ce matin à l'hôpital principal. La présidente du Conseil économique, social et environnemental était présente, de même que le ministre directeur de cabinet du chef de l'État. Plusieurs autres autorités ont assisté à la levée du corps en présence d'une foule nombreuse d'étudiants. Le sous-vert, une technique picturale bien de chez nous, très prisée par les touristes. Le sous-vert peine à trouver une bonne clientèle sénégalaise. Comment renverser la tendance et pousser les Sénégalais à s'y intéresser? C'est le défi des artistes peintres du sous-vert. Le sous-vert dans tous ses états, c'est tout de suite dans ce journal. Dans notre rubrique découverte, nous allons au sud du pays pour faire connaissance avec la réserve d'oiseaux de Kalissaï, un site qui abrite des milliers de spécimens selon la saison, un patrimoine que les populations ont décidé de préserver. Je vous disais tantôt dans les titres de ce journal, l'étudiant Bassirou Faye a été inhumé aujourd'hui à Diourbel. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Les étudiants étaient nombreux à faire le déplacement pour accompagner leurs camarades disparus. Le directeur de cabinet du chef de l'État et la présidente du Conseil économique et environnemental et social ont pris part à la cérémonie. Le compte rendu signé Massoso. Ils étaient tous là à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. Autorités étatiques, parents, amis et alliés ont tous fait le déplacement. Au devant de cette foule cosmopolite, les camarades étudiants de Bassirou Faye de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des témoignages unanimes sur la générosité et les hautes qualités humaines du disparu. Bass était celui qui, depuis son arrivée à l'université, recevait les étudiants qui n'avaient pas là où aller. Et je vous dis, pas seulement Diourbellois, mais des autres régions, qui recevaient les étudiants, leur donnaient des tickets. Voilà le rôle que Bass jouait. Il faut savoir que ça, c'est le destin. Je vous demande d'être courageux et d'œuvrer et de travailler pour que notre université redevienne cet espace de paix qu'elle a été et qu'il puisse bon vivre et qu'une entente entre étudiants, enseignants, personnel administratif, technique et de service puisse régner dans cet espace de paix où ce temple de savoir où vous viendrez acquérir le savoir et repartir avec les compétences, la tête pleine. C'était un délégué d'amphithéâtre qui passait son temps à récupérer les notes de cours des professeurs, à aller les photocopier, à en faire des syllabus et à aller les revendre à ses camarades. Bassirou était un étudiant exemplaire, un amoureux des sciences et des techniques, à l'image de son idole, le parrain de l'université de Dakar. Le disciple a rejoint son maître dans l'éternité. Décidément, il est d'étranges croisements, d'étranges connexions dans le destin des êtres que nous, les simples mortels, avons du mal à comprendre. Bassirou Faye repose désormais et pour toujours au cimetière Champ de Course de Diourbel, dans ce qu'il a vu grandir. Paix à son âme et que la terre lui soit légère. Que la terre de Diourbel lui soit légère. À la tête de la délégation étatique, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État s'est également rendu à Diourbel pour présenter les condoléances de l'État. Comment aider les diplômés en agriculture à intégrer le marché du travail? C'est autour de cette question que sont penchés chercheurs universitaires et secteur privé à Ziguinchor. Ce séminaire entre dans le cadre des activités de l'USAID, nous dit Bachirba. 100 000 nouveaux diplômés rejoignant chaque année le marché du travail. Seuls 34 000 intègrent les entreprises selon l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Les sortants de l'université Assane Seck de Ziguinchor et ceux du lycée technique agricole Émile Badiane de Bignona ne sont pas épargnés par cette situation. Il n'y a rien de plus dramatique que d'avoir une formation et de ne pas trouver un emploi. Donc ça doit être un problème autour duquel tout le monde doit se mobiliser. Chercheurs, étudiants universitaires, partenaires et membres du secteur privé cherchent à y remédier
Avec l'appui de l'USAID Éducation Recherche en agriculture, ils veulent faciliter l'insertion de ces diplômés dans le marché du travail. Il y a une offre, mais il y a aussi une demande. Il y a des GIE qui sont là, qui sont dans le cadre de la transformation, dans la production et dans les autres secteurs agricoles qui peuvent accueillir les étudiants non seulement dans le cadre de leur formation à travers des stages et autres, mais aussi dans le cadre de l'emploi, d'offrir des emplois. Nous comptons surtout sur les diplômés parce qu'aujourd'hui, il est interdit maintenant de faire de l'amateurisme. Il faut que les gens soient des professionnels. Or, ces professionnels-là sont les jeunes qui sont formés au niveau des écoles techniques de formation. La Casamance est une zone à forte potentialité agricole. Le secteur occupe une place de choix pour l'atteinte des objectifs que se sont fixés la localité et le pays. Le PSE, le PPDC, aujourd'hui, sont là pour que l'université puisse articuler l'insertion de ces jeunes dans le domaine de l'agriculture en fonction de ces programmes, de ces projets qui sont aujourd'hui en Casamance. Le secteur privé agricole a un énorme besoin en ressources humaines de qualité, seulement il faut que la formation soit conforme aux profils recherchés. L'USAID a un programme de renforcement des capacités institutionnelles et humaines, d'où la nécessité de regrouper les acteurs concernés. La double inscription, une nouvelle tendance chez les étudiants. Nouveaux sont les étudiants qui s'inscrivent à la fois à l'université dans une école de formation professionnelle pour diversifier les compétences afin de multiplier les chances de réussite. Cependant, cette pratique est jugée illégale, nous dit Khadim Bey. S'inscrire à l'université et en même temps dans une école de formation professionnelle, une nouvelle tendance. Étudiant à licence à la faculté de droit et politique à l'UCAD, Modou Fall suit une formation en communication et en journalisme à l'ENSUP, une double inscription qui lui permet de réaliser ses rêves d'enfance. La communication a été toujours ma passion. Il fallait au moins essayer de faire des pour suivre une bonne formation en communication et en journalisme. Mais l'autre aspect, c'est-à-dire, c'est relatif quand même aux réalités du milieu professionnel. Donc vous voyez aujourd'hui dans toutes les entreprises, on a besoin des gens qui sont quelque part polyvalents. À l'image de Modou Fall, plusieurs étudiants ont opté pour la double inscription. C'est pour pouvoir réussir à l'UCAD et ici à l'ESP dans une formation professionnelle. La double inscription impacte forcément sur les horaires habituels de ces étudiants. C'est pas facile, mais je suis en train de voir avec l'école privée. Peut-être c'est eux qui peuvent voir l'heure que je fais. C'est eux seulement qui peuvent m'arranger pour l'instant. Allier deux formations, un travail fastidieux. Mais le véritable casse-tête, c'est le coût financier. Oui, c'est très difficile parce qu'ici à l'ESP, l'inscription c'est 230 000. La mensualité c'est 75 000 francs. Mais là-bas à l'UCAD, tu ne payes rien du tout. Mais c'est très difficile à comprendre là-bas les cours. C'est très difficile. Si la double inscription est considérée comme une stratégie de multiplier les chances de réussite pour certains étudiants, pour le ministère de l'Enseignement supérieur, cette pratique n'est rien d'autre qu'un détournement d'objectifs. Les étudiants cherchent des stratégies de survie, si je peux m'exprimer ainsi, ce qui les oblige à trouver cette solution ultime qui consiste à s'inscrire d'abord à l'UCAD pour obtenir la bourse et tous les avantages liés à cette inscription, mais en même temps utiliser l'argent de cette bourse pour aller s'inscrire dans une école privée qui n'est pas souvent pas loin de l'UCAD. On comprend bien que c'est une stratégie de survie, mais ce n'est pas légal, à la limite ce n'est pas légitime. Pour mettre fin à cette tendance, le ministère de l'Enseignement supérieur va mettre en place un système informatique d'identification de tous les étudiants. Nous avons prévu, et nous avons commencé d'ailleurs à le mettre en œuvre, d'identifier tous les bacheliers qui rentrent dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans l'enseignement supérieur public ou dans l'enseignement supérieur privé. Nous avons mis depuis l'année dernière en place le système que l'on appelle Campusen. C'est un site à partir duquel les nouveaux bacheliers s'inscrivent et qui génère aussitôt, à partir de leur numéro de table au baccalauréat, un identifiant national. Dans le cadre de la mise en œuvre du système LMD, 30% de l'effectif pédagogique sont réservés à des professionnels. En fait de renforcer le professionnalisme dans l'enseignement supérieur, une façon aussi pour l'État de mettre fin à la double inscription.
Nous restons dans le secteur de l'enseignement. Lancement officiel à Koungheul des cours de rattrapage au profit des enfants en difficulté d'apprentissage de la lecture. Objectif, relever le niveau des compétences des élèves en lecture par un encadrement durant les grandes vacances. La cérémonie de lancement a été présidée par Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale. Le compte-rendu est signé Oumar Baldé. Le ministre de l'Éducation nationale à Koungheul, une visite aux allures de retour à l'école élémentaire. Première étape, l'école El Hadji Alioune Diop. Ici, des élèves qui ont des difficultés en lecture suivent des cours de rattrapage. Autre école, même constat. Là aussi, des élèves sont encadrés. Devant le ministre de l'Éducation nationale, les enfants ont démontré leur nette progression en lecture. L'objectif est de sensibiliser et de mobiliser les acteurs et partenaires de l'éducation autour d'une initiative novatrice consistant à prendre en main et à remettre à niveau les élèves en difficulté d'apprentissage. L'installation solide des compétences de base, une condition de réussite dans un système éducatif performant. Déjà, ces cours de rattrapage augurent de lendemain meilleurs. Les élèves qui sont à l'échelle 1 ont fait des progrès. Parce qu'un élève qui peut maintenant lire des mots et des syllabes, je pense qu'il peut passer à l'échelle 2. La qualité exige des stratégies bien ficelées. C'est pourquoi l'État compte accompagner chaque apprenant grâce au partenariat pour l'amélioration de la lecture et des mathématiques à l'élémentaire. Je suis convaincu que ces cours offrent l'opportunité aux élèves concernés de consolider les acquis, de se rattraper sur certaines compétences, bref, de se remettre à niveau. Ces interventions de grande envergure démontrent clairement la volonté de l'État du Sénégal de promouvoir la qualité des apprentissages et en priorité celles liées à la lecture. Aujourd'hui, ce programme de relèvement du niveau de compétence des élèves en lecture est présent dans 15 inspections de l'éducation et de la formation. Il va être bientôt étalé sur toute l'étendue du territoire national. Agriculture à présent, au moment où dans certaines zones du pays, les effets du déficit pluviométrique se font ressentir. Dans la vallée du fleuve Sénégal, les populations ont trouvé le salut dans la culture du maïs irrigué, ce grâce à un programme de l'ANCAR avec la coopération coréenne Pabouna Diaw. Ambiance Borchamp. Ces populations sont heureuses de leur moisson, de leur récolte de maïs, malgré l'absence des pluies. Nous sommes dans les périmètres de Ndiayen Pendao. Ici, les agriculteurs se sont affranchis des caprices de la météo grâce à la culture irriguée du maïs. Nous ne dépendons pas de la pluie, puisque nous dépendons de l'irrigation, nous dépendons aussi de la décrue. La pluie, en général, on utilise peu de choses avec la pluie. C'est la décrue et l'irrigation, les machines à irrigation, soit électrique ou bien à gasoil, sont ces matériels que nous utilisons pour le développement de Ndiayen Pendao. Au total, ce sont 100 hectares de maïs irrigués pour 5 sites de production dans la zone, fruit de la collaboration entre l'ANCAR et la coopération coréenne. L'idée est de lutter contre l'insécurité alimentaire à travers la vulgarisation de spéculations à cycle court plus adaptées à l'irrigation. L'objectif de ce projet est d'assurer la sécurité alimentaire au niveau de la commune et même au-delà. Parce que nous supposons qu'il y a une maîtrise technique au niveau de cette zone-là, surtout l'irrigation. Le facteur bloquant par rapport à ces cultures-là, c'est la maîtrise de l'eau. Alors que nous avons la chance d'avoir au moins des outils qui nous permettent de maîtriser plus ou moins. Voilà, nous avons des objectifs de production de 3 tonnes à l'hectare. Initialement, les rendements au niveau producteur, ça tourne de 1,50. Dans cette exploitation, l'heure est à la récolte en verre. Le sac peut se vendre jusqu'à 7 000 francs CFA, de quoi augmenter les revenus de ces paysans qui, du reste, n'en démordent pas. Ils connaissent bien la valeur nutritive du maïs. C'est polyvitamine C, il y a vitamine A, après qui est rentable, même les enfants qui sont masses comme ça, après qui n'avaient pas le maux de ventre, n'avaient pas le maux de ventre. Après ils sont bien guéris sur cette maïs-là.
L'expérience est concluante. L'ANCAR a en ligne de mire un autre projet d'envergure, celui-là axé sur la territorialisation et en parfaite cohésion avec le plan Sénégal émergent, PSE. Par cercle concentrique sur le plan territorial, on arrivera à la sécurité alimentaire parce que les territoires qui se développent augurent un développement national harmonieux. Et aujourd'hui, il est démontré quand même que, compte tenu de la fragilité des économies comme les nôtres, comment dirais-je, le développement industriel ne semble pas être la meilleure voie. Et c'est dans ce sens que rien n'est plus adapté à nos réalités que d'essayer le développement territorial qui va être porteur d'un développement maîtrisé et harmonieux, parce que tous les territoires, s'ils deviennent dynamiques, porteurs de leur propre développement, finalement, c'est notre nation qui va se développer. Grâce à de tels projets dans la vallée, la souveraineté alimentaire peut bien être à portée de main et la main verte des plus jeunes, en futur prometteur. L'agriculture irriguée, une initiative à appuyer. L'ARTP a organisé des journées de formation à l'intention des journalistes du Sénégal. Objectif, leur fournir plus d'informations sur les secteurs régulés par l'autorité de régulation des télécommunications des postes. 2 jours d'échanges et de partage au cours desquels le réseau des journalistes en TIC a été mis sur pied. Mansour Sow. Cette rencontre a réuni des professionnels des médias, des experts de l'ARTP, entre autres acteurs du secteur des télécommunications. Il s'est agi d'informer et de partager avec les journalistes sur les secteurs régulés par l'instance de régulation des télécommunications et des postes. Pendant ces 72 heures, ces journalistes venus de différentes rédactions du paysage médiatique sénégalais ont échangé sur les nouveaux enjeux du secteur des télécoms. Nous les journalistes, nous sommes censés informer, c'est notre raison d'être, mais pour informer, pour donner de bonnes informations, il faut avoir une idée claire de quoi il s'agit. Et les secteurs des télécommunications, tout le monde sait que c'est un secteur assez complexe. Le rôle de l'ARTP, on en parle beaucoup, mais est-ce que dans le fond, on sait franchement à quoi sert l'ARTP? Je pense qu'il était important justement que nous tous, que nous ayons une idée claire et bien précise des missions, du rôle et même de la loi qui régit un peu l'ARTP. Nous devons être au diapason de toutes les nouveautés qu'il y aura normalement, de toutes les nouveautés concernant ce secteur. Donc je me dis que ces 72 heures, peut-être ce sont des 72 heures riches, parce qu'on a eu à acquérir beaucoup de connaissances. C'est certes insuffisant, parce qu'il nous faudra beaucoup plus pour pouvoir cerner carrément le secteur, mais je me dis que c'est un bon début. Dans un contexte marqué par de nombreuses mutations dans le secteur des télécoms, la formation et la mise à niveau des acteurs restent un impératif pour garantir une bonne qualité des services. C'est tout le sens qu'il faut accorder à cette initiative de l'ARTP. Plaçant le débat sur le terrain de l'actualité, vous conviendrez avec moi qu'au moment où le gouvernement s'engage dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, un secteur aussi stratégique que les télécommunications TIC se doit d'être régulièrement suivi pour l'intérêt de tous les acteurs. Au terme de cette session de formation, le réseau des journalistes en TIC a été mis sur pied. Il est présidé par notre confrère Ismaïla Kamara de la radio Futur Média. Félicitations et encouragement à Ismaïla Kamara pour ce nouveau challenge. La période d'hivernage, vous le savez, s'accompagne de la sortie des rampants et autres insectes. Les vendeurs des insecticides sont de plus en plus visibles dans les rues. La plupart des vendeurs ignorent la composition de ces produits, nous dit Ndeye Ndiaye. L'hivernage occasionne beaucoup la vente d'insecticides. Ces produits phytosanitaires sont vendus dans divers lieux, dans les Alegnars Italie et à Koloban. Le produit est aussi fourni par des marchands ambulants. Ils se faufilent entre les voitures pour écouler leurs marchandises. Poudre, mousse, pompe ou en liquide, ces insecticides peuvent être de différentes natures et sont très demandés en cette période de chaleur. C'est plus rentable en été. C'est en ce moment qu'on a plus de clients. Il y a des sachets à 500 francs pour les cafards. Les poisons anti-souris sont à 500 francs aussi.
C'est la bombe qui coûte 2500 francs CFA. Sur la plupart des emballages, ni la date de péremption, ni le mode d'emploi n'est prescrit, ce qui incite certains clients à opter pour d'autres méthodes. Ça m'était beaucoup plus facile quand même de les appeler que d'acheter des pompes ou bien d'appeler les gens qui font les pompes que d'acheter la poudre. Je ne connais pas le dosage, j'ignore ça, je ne connais pas le dosage, c'est pour cela que je les ai appelés. Considérés comme étant très efficaces, ces insecticides peuvent même continuer à tuer les insectes 3 à 4 jours après l'application. À l'université Cheikh Anta Diop, dans les laboratoires de la faculté des sciences techniques, des analyses sont souvent effectuées sur les insecticides dont la composition est méconnue des vendeurs et des utilisateurs. Considérez que tout produit chimique inconnu est dangereux. Alors maintenant, les personnes averties peuvent faire attention. Maintenant, c'est pour les gens qui sont pour la plupart du temps ignorants des dangers. Parce que la plupart des utilisateurs ne savent pas que ces produits-là peuvent avoir des effets. En cas d'exposition à de fortes doses, on peut avoir des problèmes de santé. Des problèmes de santé qui peuvent aller des cancers. On a vu des cancers qui sont donnés par des pesticides. Des problèmes de malformation congénitale, de céphalée, de migraine, de vomissement. Il y a toute une liste de problèmes de santé. Il faut noter que même si ces produits respectent les standards, ils peuvent nuire à la santé de l'homme lorsqu'ils sont utilisés à une quantité excessive. Nous en venons au dossier du jour. Les tableaux d'art réalisés avec de la peinture sous verre attirent plus les étrangers que les Sénégalais. Certains artistes peintres dénoncent cet état de fait. Ils sont en train de voir comment inverser la tendance. Le dossier du jour est signé Fanta Badji. Ces tableaux d'art sont très populaires au Sénégal. La technique artistique dite sous verre date de l'Antiquité et serait, selon des sources, empruntée au Maghreb. Aujourd'hui, beaucoup d'artisans sénégalais peignent et vendent ces œuvres, souvent destinées à une clientèle particulière. Il s'agit des touristes et autres étrangers qui semblent mieux apprécier ces tableaux peu valorisés chez nous. Plus de 75% de notre clientèle est composée de touristes. Il y a aussi des émigrés qui viennent souvent en acheter pour avoir des souvenirs du Sénégal dans leur pays d'accueil. Pour susciter un intérêt certain chez les potentiels clients, les artistes peintres illustrent sur leur toile des scènes de la vie quotidienne. Ils essaient de mettre en valeur l'élégance féminine et la culture sénégalaise et vont même jusqu'à reproduire les images des grandes figures religieuses et historiques du pays. C'est pour pousser les Sénégalais à acheter nos tableaux. Souvent, notre environnement, notre quotidien, mais ce sont les étrangers qui s'intéressent plus à ce que nous faisons. Les galeries où se vendent ces tableaux sont nombreuses aujourd'hui. Les œuvres toutes aussi originales les unes que les autres. Malgré tout, les clients locaux se font désirer et les rares Sénégalais qui viennent acheter ces tableaux ne les utilisent pas pour la décoration intérieure. Pour remettre à mon petit-fils des cadeaux qu'il va remporter chez les Européens pour montrer notre culture. En vendant ces tableaux aux étrangers et autres émigrés, ces artistes font de bonnes affaires, mais ils auraient souhaité voir leurs œuvres accrochées dans les foyers sénégalais, comme autrefois. Dans les foyers sénégalais, on voit rarement nos œuvres. On y voit plutôt des tableaux avec des paysages qui n'ont rien à voir avec notre environnement. Les étrangers donnent plus de valeur à notre travail. Djainaba et Dina sont des Sénégalaises qui apprécient bien ce que font ses compatriotes. Nos compatriotes sénégalais font de très belles choses, très raffinées, mais vraiment qui n'ont rien à envier aux œuvres d'art européennes. On est tellement fiers quand je rentre ici. Regarde, il n'y a pas un seul tableau qui n'est pas beau. Tous les tableaux méritent d'être accrochés chez les Sénégalais. Et puis pour le prix, vraiment. Elles en appellent d'ailleurs au patriotisme des Sénégalais pour valoriser davantage la créativité locale. Partout où on va, effectivement, on voit que les gens ornent leur salon ou chez eux toute la décoration et des produits qui viennent de l'extérieur. Alors que chez nous, en achetant des produits locaux de chez nous, non seulement
on promouvoit les situations financières de ces artisans-là qui travaillent jour et nuit, qui font du travail extraordinaire pour nous. Ce n'est pas le talent qui manque aux artistes du Sous-Vert, mais plutôt le manque d'une clientèle locale. Tous semblent regretter l'époque où, dans beaucoup de salons sénégalais, l'on voyait accrocher ces œuvres flamboyantes. Le Sous-Vert dans tous ses états, un dossier signé Fanta Badji. Actualité hors de nos frontières. Au Rwanda, un réchaud fonctionnant à huile usagée de moteur et à l'essai. Une invention qui pourrait changer la vie des Rwandais. Une solution pour réaliser des économies. Une activité en plein essor selon son inventeur. Attroupement dans les rues de Kigali autour d'une invention qui pourrait bien changer la vie des Rwandais. La star du moment, c'est lui, un réchaud fonctionnant à l'huile usagée de moteur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un grand succès pour son inventeur. J'avais amené 12 réchauds et ça marche très bien. En même pas 2 heures, je viens de tous les vendre. Je n'en ai plus aucun. Au Rwanda, l'utilisation de charbon et des bois de chauffage est massive. Mais il coûte cher. Les clients voient là une solution pour réaliser des économies. On utilise 1,60 € d'huile de moteur contre 2 sacs de charbon, ce qui fait une très grande différence. Bahati Mitterrand emploie 4 personnes à temps plein et produit une dizaine de réchauds par jour qu'il vend un peu plus de 6 €. Une activité en plein essor selon l'inventeur, qui affirme en vendre au moins 60 unités par semaine. S'il a fallu plusieurs années pour développer le réchaud, l'idée, elle, a germé d'un coup. Elle m'est venue un jour où j'étais en train de faire à manger. L'huile de palme avait beaucoup trop chauffé jusqu'à ce qu'elle s'enflamme. On aurait dit de l'huile de moteur. Au départ, la réalisation du projet n'était pas évidente. Problème majeur, empêcher la fumée toxique de s'échapper du réchaud. L'inventeur a donc eu l'idée d'y incorporer un petit moteur qui permet de garder les émanations à l'intérieur de l'appareil. Certains consommateurs restent tout de même un peu circonspects quant au risque pour la santé. L'usage au long terme prouvera ou non sa dangerosité. Mais malgré les doutes, le succès est au rendez-vous. Les acheteurs se pressent maintenant dans les garages pour acheter de l'huile usagée. Une invention très originale. Au Proche-Orient, les raids israéliens se poursuivent au 48e jour de conflit meurtrier dans la bande de Gaza. L'Égypte appelle Israéliens et Palestiniens à accepter le cessez-le-feu et à reprendre les négociations qu'ils ont rompues dans la semaine. Dès l'aube ce dimanche, on a enregistré 2 nouvelles victimes à Gaza. Un immeuble en feu à Gaza, un de plus. Selon les secours, 2 personnes ont été tuées ce dimanche et 5 autres blessées. L'aviation israélienne poursuit son pilonnage. Dans la journée de samedi, c'est une maison qui a été touchée. 5 membres d'une même famille ont péri. Il y avait 2 enfants parmi eux. En 24 heures, Tsahal dit avoir frappé une vingtaine de cibles. Benyamin Netanyahou avait promis qu'il ferait payer le Hamas au prix fort pour la mort vendredi d'un enfant de 4 ans, le premier enfant tué côté israélien. Ce n'est pas simple, mais on va continuer à se battre. Nous partageons l'immense tristesse de la famille du petit garçon. Nous sommes au cœur d'une bataille dont nous ne voyons pas encore l'issue. L'Égypte appelle à un cessez-le-feu illimité et à la reprise des négociations. Mahmoud Abbas est d'ailleurs rendu au Caire. Il s'est entretenu avec Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien. Allons-nous continuer à subir une attaque tous les 2 ans sur Gaza ou ailleurs comme en Cisjordanie ? Il faut trouver une solution définitive. Nous sommes mis d'accord avec l'honorable président Al-Sisi sur les termes de cet accord et sur la façon de le présenter aux différentes parties. Il faut trouver une solution le plus vite possible. Mahmoud Abbas veut demander l'adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale. Le Hamas a donné son accord. Israël pourrait alors être poursuivi pour crimes de guerre. Depuis le début du conflit, le 8 juillet, on compte plus de 2000 morts et 10 000 blessés dans la bande de Gaza. De l'autre côté de la frontière, 64 soldats israéliens ont été tués, 4 civils ont péri, un bilan humain qui s'alourdit chaque jour. Retour au Sénégal Sport, la piscine olympique a abrité ce matin la 4e journée de la Ligue de natation de Dakar. Plus de 8 compétitions ont été menées avec une 50aine de nageurs de Dakar. Retour sur les temps forts avec Massourso.
La piscine olympique, point de convergence des amoureux du sport nautique, le temps d'un week-end. Le grand bassin est le théâtre de la 4e journée de natation de la Ligue de Dakar. Plus d'une cinquantaine de nageurs venus de différents clubs de Dakar ont répondu à l'appel de la Ligue de Dakar. Nous commençons à être satisfaits, d'autant plus qu'il y a des clubs comme Ngor qui rejoignent la Ligue de Dakar. D'autres clubs comme Yoff et Wakam vont pas tarder à venir s'affilier. Et ce qui veut dire que la famille de la natation va se regrouper autour de l'essentiel qui est la pratique de la discipline de la natation. Sous le regard des quelques spectateurs qui ont fait le déplacement, les nageurs ont rivalisé d'ardeur, le tout dans une ambiance bon enfant. Avec un chrono d'1 minute 10, Aïssatou Aïdelaï Diop du CNDG a dominé de bout en bout le 100 mètres brasse dames. Un résultat qui cache mal ses ambitions. C'est vrai qu'il faut dire que quand on nage un sans crawl, il faut s'entraîner. Et quand on ne s'entraîne pas, à la fin d'une course, on sent les jambes, on sent la fatigue. Et après, c'est normal. Mais je sais que je peux mieux faire si je nage beaucoup plus. L'attraction de cette 4e journée a été sans nul doute le 100 mètres nage libre messieurs. Adama Tchaoundir de l'ASFA n'a pas fait dans les détails. Il a surclassé ses concurrents dans la 4e série de cette discipline. C'était juste pour la préparation, c'était juste pour préparer les champions d'Afrique parce que c'est le Sénégal qui organise. Je dois représenter mon pays. Cette 4e journée de la Ligue de Dakar a été surtout rehaussée par la participation de ces champions en herbe. Ils ont aussi montré que le sport n'a pas d'âge. L'actualité sportive reste ce week-end endeuillée avec la mort du footballeur Albert Eboussé sur le terrain. L'attaquant camerounais de la JS Kabylie, club algérien, est décédé hier dans des conditions dramatiques. Au coup de sifflet final, des incidents ont éclaté dans les tribunes et des objets lancés au jour. Albert Eboussé a été atteint à la tête et est mort lors de son transfert à l'hôpital. La Fédération algérienne de football condamne cet acte. Albert Eboussé, 24 ans, un joueur mort sur le terrain, tué par la colère de ses propres supporters. Ça s'est passé hier à Tizi Ouzou. L'attaquant camerounais de la JS Kabylie a été atteint par des projectiles au moment où il regagnait les vestiaires. Au coup de sifflet final de la rencontre et la défaite de la JS Kabylie face à l'USM d'Alger, bien de graves incidents ont éclaté dans les tribunes et des objets en tout genre ont été jetés en direction des joueurs. Grièvement blessé à la tête, Albert Eboussé est mort lors de son transfert à l'hôpital. Arrivé la saison dernière en Kabylie, il multipliait depuis les exploits au sein du club, au point d'être même élu meilleur buteur du championnat la saison dernière. Alors une enquête a bien évidemment été ouverte. La Fédération algérienne de football condamne un acte odieux. On rappellera quand même que ce n'est pas la première fois que l'on assiste à de telles violences dans les stades algériens. Rubrique découverte de ce journal. Nous allons à la découverte de la réserve ornithologique de Kalissaï en Casamance. C'est un endroit où plusieurs groupes d'oiseaux viennent nicher. On y trouve aussi d'autres espèces d'animaux. Cette réserve est située près de Kafountine. Aujourd'hui, les populations ont décidé de préserver ce patrimoine, nous dit Bachirba. À partir de Kafountine, il faut voguer en pirogue pour arriver à la roque, comprenez par là réserve ornithologique de Kalissaï. Près de 70 espèces d'oiseaux y séjournent dans l'année. Des pélicans gris qui sont actuellement en reproduction. Mais il faut dire aussi que suivant les périodes de l'année, on reçoit aussi des aigrettes et aussi des hérons à dos vert. Mais aussi il y a des spatules d'Europe et des spatules d'Afrique. Au niveau de la réserve ornithologique de Kalissaï, nous avons aussi, il faut le dire, la reproduction de certaines espèces comme les mouillettes, les goélands et même des sternes. D'une superficie de 120 hectares, la réserve n'est pas seulement le refuge des colonies nicheuses d'oiseaux marins, c'est le lieu de reproduction des tortues de mer et un site pour lamantins et dauphins. Et ce n'est pas tout. On peut noter une recherche remarquable en produits halieutiques,
présence de faune diversifiée, tels que des reptiles et même des rongeurs. Mais aussi c'est un cadre, il faut le dire, approprié pour le développement de l'écotourisme dans la zone. Grâce à la forêt, la mer, les îlots de sable et les vasières, l'endroit attire touristes et chercheurs. Y viennent, jadis indifférentes au sort des lieux, les populations ont décidé de s'occuper et de préserver la réserve. Le comité de gestion de la réserve ontologique de Kalissaï. Il faut dire que ce comité est représentatif de plus de 10 villages périphériques. La ROC est gérée par les habitants des 10 îlots, Bakasouk, Saloulou, Koumbalulu et Mantat, entre autres. L'avenir de la réserve fait souvent l'objet de rencontres. Population, État et partenaires y assistent. Il y a un engagement du comité de gestion, un engagement des populations à conserver la biodiversité marine et côtière, notamment en particulier les oiseaux qui se retrouvent au niveau de la roque. La réserve ornithologique de Kalissaï peut créer des emplois et générer des revenus pour les habitants des îles, des habitants qui ont décidé de tourner le dos à certaines pratiques qui ternissaient leur image. Nous sommes allés donc à la découverte de la réserve d'oiseaux de Kalissaï, c'est en Casamance. Le guide s'appelait Bachirba. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.